Bonjour Marc Dufumier. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Marc, vous êtes agronome, spécialiste des systèmes agraires. Alors, si j'ai voulu vous inviter, c'est qu'en ce moment se tient le Salon de l'agriculture à Paris, qu'on est à quelques semaines de l'élection présidentielle et que la question de notre agriculture est centrale pour envisager le monde de demain. Et des modèles s'affrontent. Et souvent, on résume cet affrontement de façon un peu caricaturale avec d'un côté les tenants d'une agro-industrie productiviste et de l'autre ceux qui lui préféreraient les circuits courts, la permaculture et l'agriculture raisonnée ou l'agroécologie. Est-ce que cette façon de présenter les choses vous semble pertinente? Ce sont vraiment là les deux modèles qui s'offrent à nous? Alors malheureusement, effectivement, le débat est souvent présenté sous la présentation de l'affrontement de plusieurs modèles. Vous auriez l'agriculture de précision, l'agriculture de conservation, l'agriculture raisonnée, la permaculture, l'agroforesterie, l'agriculture biologique, l'agriculture de conservation, en fait toute une foule de termes avec les gens qui disent bah, nous sommes dans la raison, les autres sont dans l'erreur, voire même le péché. Et ces débats sectaires ne permettent pas ni aux consommateurs ni aux agriculteurs, ça ne les aide pas, à mon avis, à comprendre. Je dirais, en ce qui me concerne, que la question, effectivement, aujourd'hui, c'est d'abord de savoir comment on pourrait nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière, sans personne laissé pour compte, sans faim, sans malnutrition, et comment s'y prendre. Alors évidemment, vous l'imaginez bien, ça va dépendre des lieux où nous sommes, ça va dépendre des conditions écologiques, ça va dépendre des conditions socio-économiques, et à partir de là, on peut commencer à raisonner la possibilité d'accroître la quantité de nourriture, mais je vous dis tout de suite, il y a pléthore de nourriture aujourd'hui dans le monde, et s'il y a autant de gens qui ont faim et souffrent de malnutrition, ça n'a rien à voir avec un manque de nourriture disponible sur le marché mondial. Ce sont des gens qui sont trop pauvres, qui ne parviennent pas à acheter une alimentation qui pourtant est excédentaire. Les gens qui fréquentent les restaurants du cœur en France, ce n'est pas que la France ne produirait pas assez de blé ou de poudre de lait. Pareil, dans les bidonvilles du Brésil, les pauvres qui autrefois désherbaient ont été remplacés par du désherbant, se retrouvent dans des bidonvilles, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de revenus, ils ne peuvent même pas acheter le soja produit au Brésil qui nourrit nos cochons. Nos cochons sont plus riches que les pauvres brésiliens. C'est vrai aussi de gens qui ont spécialisé leur système café, cacao en Côte d'Ivoire, Cameroun et ailleurs, avec l'argent du café, cacao, ne parviennent pas à dégager des revenus suffisants pour acheter une nourriture qui, là, par contre, n'est pas produite chez eux ou trop peu produite chez eux, mais sur le marché international, ils ne parviennent pas à les acheter. Les excédents dont je vous parle sont achetés par des gens riches qui gaspillent, ils ont mis dans le frigo, la date de péremption est passée, ils ont bazardé, il y a des grandes et moyennes surfaces, la tomate n'était pas bien calibrée, ils ont jeté à la poubelle. C'est aussi des gens qui consomment peut-être trop de viande à l'échelle mondiale, problème y compris peut-être diététique et nutritionnel, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a de l'alimentation qui échappe à des pauvres et qui sert à l'alimentation animale, et de plus en plus, il y a de l'alimentation, du maïs, du sucre, de l'huile de colza, qui ne sert pas à nourrir des pauvres, mais qui sont achetés par des usines d'agrocarburants, parce qu'il faut donner à boire à nos voitures, à nos avions. Mais c'est ça le problème de la faim, de la malnutrition. La question maintenant de savoir quelle forme d'agriculture serait capable de répondre aux besoins, et notamment aux besoins des gens pauvres, alors ça, c'est une vraie question. Première chose, je ne suis pas sûr qu'en France, par exemple, il est nécessaire de produire toujours plus. Vous savez, on dit toujours améliorer un rendement, c'est toujours accroître le rendement. Si les coûts en produits phytosanitaires, carburant, engrais de synthèse, usure des tracteurs, etc., sont très élevés. Après tout, améliorer un rendement dans un pays comme le nôtre, excédentaire en certains produits, peut-être de diminuer les rendements, mais diminuer encore davantage les coûts de tout ce que nous avons détruit, les engrais, les pesticides, les carburants que nous avons brûlés, les tracteurs que nous avons usés. C'est la valeur ajoutée à l'hectare qui importe. Et à la limite, exporter moins de blé, moins de poudre de lait vers les pays du Sud qui sont déficitaires et où les agriculteurs travaillent à la main, éventuellement avec la culture attelée, les ruiner avec notre agriculture hautement compétitive et, enfin, on va voir, il y a plus compétitif que la nôtre en Ukraine, par exemple, en Russie, mais les ruiner avec nos excédents parfois subventionnés, ben écoutez, non, la question dans les pays du Sud déficitaires, c'est de savoir si on ne pourrait pas effectivement là-bas, dans des conditions écologiques
plus ou moins difficile selon les lieux, si on ne pourrait pas, alors là-bas, effectivement, produire plus de nourriture et au moindre coût en engrais, produits de synthèse et ce genre de choses, et évidemment accroître et le volume produit et la valeur ajoutée à l'hectare pour que les gens soient correctement rémunérés. Alors, je vous Juste dis pour tout de bien, suite, juste pour oui, bien, il y a des formes d'agriculture qui le permettraient et qui relèvent d'une agroécologie scientifique. Mais l'agroécologie n'est pas une pratique à opposer à d'autres pratiques. Là, on va sortir de ça, on va raisonner en chacun des lieux comment nourrir au mieux les populations et faire en sorte que les agriculteurs, pour ce faire, soient correctement rémunérés. donc, pour vous, lorsque, par exemple, les écologistes disent qu'ils veulent passer à l'agroécologie sans passer par une augmentation des surfaces agricoles, ça paraît tout à fait possible et crédible comme proposition. Alors, quand on dit passer à l'agroécologie, j'aurais envie de dire, les écologistes ils disent qu'il faudrait surtout promouvoir des formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie, l'agroécologie n'étant pas une pratique à opposer aux autres, mais une source d'inspiration, et ça peut être une source d'inspiration scientifique. C'est-à-dire l'agroécologie peut être aussi comprise comme la discipline scientifique des agroécologues qui essayent de rendre intelligible la complexité, le fonctionnement de ces écosystèmes agricoles qui ont été aménagés par des agriculteurs, des écosystèmes donc, qui ne sont plus complètement naturels. Hein. Bocage, ce n'est pas complètement naturel. Hein. C'est nature, ce serait de la lande, ce serait de la forêt. Une rizière avec son riz, ses canards, ses escargots, ses poissons, ses grenouilles, et avec des sources de protéines. Mais attendez, c'est un écosystème d'une incroyable complexité. Imaginez que la rizière, il n'y aurait que du riz. Non, non, il faut absolument mettre en œuvre des systèmes de production, on verra souvent diversifiés, qui relèvent effectivement d'une agroécologie. Et il est très juste de la part des écologistes de dire qu'il ne faut pas promouvoir des formes d'agriculture extensives qui exigeraient toujours plus d'extension. On va déforester la forêt de Bornéo, la forêt amazonienne, la forêt congolaise. Non, effectivement, la question, notamment dans les pays densément peuplés, c'est de savoir si on ne peut pas effectivement produire beaucoup de nourriture à l'unité de surface et beaucoup de valeur ajoutée, c'est-à-dire sans rien détruire à l'unité de surface. Et à la limite, si vous la qualifiez d'intensive, moi j'aurais envie de dire, elle est intensément écologique. Alors la réponse, elle est oui. Attention, ça va dépendre des lieux. Mais vous savez qu'il nous faut dans notre nourriture, il nous faut trouver de l'énergie, hein, le sucre, les lipides, les hydrates de carbone, ces fameuses kilocalories, l'énergie qu'on va dépenser ensuite au travail, dans les loisirs, les déplacements, les battements du cœur, on le trouve dans l'alimentation. Mais d'où nous vient cette énergie? Première bonne nouvelle, c'est que ça nous vient du soleil, il n'y a pas de pénurie annoncée de rayons solaires avant des milliards d'années. Donc allons-y, faisons l'usage intensif de cette ressource renouvelable et gratuite. Ça veut dire une couverture végétale verte la plus totale possible, la plus permanente possible, des feuilles vertes capables d'intercepter cette énergie solaire et de la transformer en énergie alimentaire, on appelle ça photosynthèse, mais il faut que les feuilles soient vertes. Parce que les hydrates de carbone, les lipides, les glucides, c'est fabriqué avec quoi? Avec de l'eau, évidemment, hydrate, avec du carbone. Où la plante va-t-elle intercepter le carbone? Dans les gaz carboniques de l'atmosphère. Ne me dites pas, s'il vous plaît, qu'on manque de gaz carbonique dans l'atmosphère. Il y a pléthore, c'est un gaz à effet de serre, donc il faut en faire un usage intensif. La plante va intercepter le gaz carbonique, va prendre le carbone, va libérer l'oxygène, ça n'a jamais fait de mal à nos poumons, et avec ce carbone, fabriquer les glucides, les lipides. C'est la partie carbonée de notre alimentation qui fournit de l'énergie. Mais la vraie difficulté, c'est l'histoire des feuilles vertes. C'est-à-dire qu'une feuille morte n'est pas capable de pratiquer la photosynthèse. Le gaz carbonique, pour rentrer dans la plante, rentre par des petits trous, c'est les petits trous par lesquels la plante transpire. Mais la plante, quand elle ne trouve pas assez d'eau à boire dans les sols, elle a un avantage sur nous. Nous, il faut boire tout de suite s'il fait chaud, s'il fait sec et s'il y a du vent. La plante aussi, elle transpire beaucoup, mais si elle ne trouve pas assez d'eau à boire dans le sol, elle peut momentanément arrêter de transpirer. Elle ferme les orifices par lesquels elle transpire. Ah ben oui, mais elle vient de fermer les orifices par lesquels rentrait le gaz carbonique et ressortait l'oxygène. Donc la vraie question, c'est la gestion de l'eau. Il faut que c'est l'eau de pluie qui est la ressource gratuite, mais par contre de plus en plus chaotique, nous dit le GIEC. La distribution spatiale, temporelle va être de plus en plus chaotique. Alors là, il nous faut être très précautionneux. Plus rien de cette eau ne doit ruisseler.
tout doit s'infiltrer dans les sols pour être mis en réserve, pour que même quand il y a une petite saison sèche, eh bien, il y a encore de l'eau dans le sol disponible pour les plantes. Donc, plus rien ne doit risser, on va remettre des haies. Et c'est la couverture végétale verte dont je parlais tout à l'heure, la plus permanente possible, qui va empêcher ça. Cette couverture, vous l'avez compris, c'est des associations de culture. C'est-à-dire que sous les blés, on va mettre des févroles. Sous les camelines, on va mettre des lentilles, qui vont d'ailleurs peut-être utiliser la cameline comme plante grimpante. Ce sont des associations de culture. Il va y avoir une plante érigée, une plante globuleuse, une plante rampante. Enfin, ça, les associations de culture, l'agriculture moderne de demain, pour maximiser la photosynthèse avec une eau qui ne ruisselle pas, qui s'infiltre dans le sol. Le sol doit devenir poreux, mais on va éviter de trop le travailler, trop le labourer, parce que sinon le carbone de l'humus va retourner à l'état de gaz carbonique. Par contre, un sol peut devenir poreux si on maintient des vers de terre, si on maintient des cloportes, des colamboles, parfois même des herbes d'ailleurs, qui quand se dessèchent, là où il y avait une racine, eh bien, il y a de l'eau, il y a une galerie et l'eau va pouvoir s'infiltrer. Aujourd'hui, on maintient des bandes enherbées entre les rangées de vignes sur les coteaux. Enfin, ça, l'agriculture moderne de demain, vous voyez, elle utilise effectivement les ressources naturelles abondantes, pléthoriques, gratuites. On en fait le usage, mais c'est la gestion de l'eau, effectivement, qui est le plus décisif. Il faut que l'eau qui s'est infiltrée soit retenue par l'humus des sols. L'humus, c'est beaucoup de carbone. C'est le carbone qui était dans le gaz carbonique que la plante a intercepté, mais là, a fabriqué des pailles, a fabriqué des racines qui, après récolte, se décomposent et séquestrent du carbone dans les sols en fabriquant de l'humus. Donc, on contribue à l'atténuation du réchauffement climatique, on contribue à mettre de l'humus qui va permettre au sol de retenir l'eau à hauteur des racines et donc allonger la durée de la transpiration et donc allonger la durée de la photosynthèse et donc accroître nos rendements à l'hectare sans aucun coût. Nous faisons pour l'instant un usage intensif de ce qui est renouvelable, gratuit, parfois de distribution un peu chaotique, comme l'eau. Alors, on a besoin quand même, je vous le dis tout de suite, ne serait-ce que pour fabriquer de l'humus, on a besoin d'un peu d'azote. Les microbes qui décomposent le carbone de la paille, de la racine, de la plante, si ces microbes ne trouvent pas à ce moment-là un peu d'azote, ben, ils ne peuvent pas fabriquer de l'humus. L'humus, c'est 50% de carbone, c'est 5-6% d'azote. Il en faut un peu. Et ce serait dommage quand même que le carbone de la paille retourne à l'état de gaz carbonique. Donc oui, on a besoin d'un peu d'azote, pas seulement pour aider les microbes à fabriquer l'humus, mais parce que c'est la source essentielle de nos protéines. Vous savez que tous les jours, il nous faut trouver les 2200 kilocalories, ça c'est l'énergie, mais il nous faut trouver les protéines nécessaires à la reconstitution de tous les tissus du corps humain, la peau, les os, les ongles, les cheveux, tout ça, ce sont des protéines, ça s'use. C'est pas seulement qu'on se coupe les cheveux et se ronge les ongles, mais ça s'use, ça repart dans nos urines. Il faut renouveler ces protéines et les protéines sont des composants azotés. Alors, où effectivement trouve-t-on l'azote pour fabriquer des protéines? Eh bien, dans l'air. 79% d'azote dans l'air, il est gratuit, il est abondant, pas de pénurie annoncée, on va en faire un usage intensif. Mais là, il nous faut être honnête, il y a une autre difficulté, ce n'est pas tant la gestion de l'eau, c'est que rajouter de l'azote sur un hydrate de carbone pour fabriquer une protéine, c'est coûteux en énergie. Et là, effectivement, deux sources possibles. Les engrais azotés de synthèse, dont on parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est coûteux en gaz naturel russe et norvégien. En France, vous savez qu'avec les affrontements aujourd'hui en Russie, en Ukraine, eh bien, la question de notre dépendance à l'égard des énergies fossiles, plus particulièrement du gaz naturel russe, est une vraie question. Et du coup, les agriculteurs découvrent aujourd'hui que si, effectivement, les cours des céréales montent à cause de l'affrontement et ce genre de choses, ça pourrait être rémunérateur. Mais si j'utilise des engrais azotés de synthèse pour que leur blé soit riche en protéines, ça devient hyper coûteux. Et puis, je vous dis tout de suite, les blés très coûteux, c'est aussi une singulière farce pour nos éleveurs qui n'élèvent plus leurs ruminants avec de l'herbe, mais les alimentent avec des grains. Alors, il nous faut revoir un peu toute la copie. Mais il est clair que des alternatives aux engrais azotés de synthèse, très coûteux en énergie fossile et très émetteurs en protoxyde d'azote, principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique, ça représente quasiment, et c'est au moment des épandages des engrais azotés de synthèse, ça représente quasiment 45% de la contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique. Alors les engrais azotés de synthèse, c'est désuet, mais l'alternative, tous les agriculteurs du monde entier la connaissent. Il y a des plantes, on les appelle des légumineuses, ça s'appelle des luzernes, des trèfles, des sainfoins, des lotiers.
ça c'est pour les ruminants, ça s'appelle du soja, ça s'appelle du lupin, ça s'appelle la frévole, des pois fourragers pour les cochons, les volailles, et puis chez nous, ça s'appellera lentilles, pois chiches, haricots, petits pois, des légumes secs, des plantes à fibres, moins de cancer du côlon. Enfin, on peut éventuellement se nourrir davantage de légumes secs pour notre santé, c'est pas interdit, loin de là, le régime méditerranéen, mais ces plantes ont le grand mérite, c'est que c'est des microbes qui les aident à faire ça, intercepter l'azote de l'air, fabriquer des protéines, ça nous fournit des protéines, et après récolte, dans leurs racines, eh bien, il y a encore des nodosités avec ces microbes, ces bactéries, et donc il y a de l'azote, et effectivement, la légumineuse fertilise le sol en azote pour la culture qui viendra l'année suivante dans la rotation. La betterave, le blé, le colza, le tournesol peuvent être fertilisés en azote par la voie biologique à la condition de s'intégrer dans des rotations de culture où il y a des présences de ces plantes de l'ordre des légumineuses. Mais c'est vrai chez nous, c'est vrai au Sénégal, c'est vrai au Brésil, tous les pays, ça peut être de l'arachide, ça peut être de la dolique, ça peut être du pois Congo. Dans aucun pays, on ne manque de plantes de l'ordre des légumineuses capables à la fois de nous fournir des protéines végétales pour l'alimentation animale et humaine et de fertiliser les sols en azote par la voie biologique sans avoir à employer les engrais azotés de synthèse coûteux en énergie fossile et sans émettre de protoxyde d'azote. Alors effectivement, qu'est-ce qu'on attend? Et là, pour l'Europe, je ne vous cache pas, la principale crainte aujourd'hui, très clairement, c'est que d'abord la dépendance à l'égard de l'énergie fossile nous rend très dépendants pour les engrais azotés de synthèse. Déjà, depuis que l'usine de Toulouse a explosé, le gaz de lac, il n'y en a plus, c'est l'énergie fossile, on le sait. Et du coup, beaucoup de nos engrais azotés sont importés de l'étranger, de l'Allemagne, mais c'est du gaz naturel russe. Donc, effectivement, le plus urgent en France et en Europe, c'est de retrouver notre souveraineté protéinique. Pourquoi importer des graines de soja et des tourteaux de soja pour nourrir nos cochons, nos volailles et même du tourteau de soja pour nourrir nos ruminants, parce que nous n'avons plus sur le territoire français et européen assez de légumineuses. Retrouver notre souveraineté protéinique, produire en France des légumineuses françaises pour nourrir des animaux français sur le territoire français en utilisant de l'azote français, c'est pas être plus franchouillard que Zemmour, excusez-moi. D'autant plus que les Brésiliens, quand je leur dis qu'il nous faudrait que l'Europe soyons moins dépendants de l'importation de soja, ils me disent qu'eux ne sont pas fiers de produire du soja pour nourrir nos cochons. Ils préféraient que le soja nourrisse des Brésiliens, les pauvres Brésiliens qui sont dans les bidonvilles. Ça n'a rien de franchouillard. Que tous les peuples du monde essayent de gérer en circuit court la photosynthèse, le cycle du carbone, les protéines, le cycle de l'azote avec des légumineuses en circuit court, mais tous les peuples du monde y ont intérêt. Et l'avantage de celui dont je vous parlais tout à l'heure, qui met des févroles entre ses rangées de blé, après récolte, le microbe trouve le carbone de la paille de blé, il trouve l'azote de la racine de la légumineuse, et voilà que ça vous fabrique de l'humus sans même qu'on ait à mettre du fumier. Mais pour autant, je suis un ardent défenseur du fumier, vous imaginez bien, mais remettre les animaux sur la paille en Bretagne, faire en sorte que l'azote de l'urine rejoigne le carbone de la paille, ça fabrique du fumier, on remet ça dans les sols, on fabrique de l'humus. Attendez, tout ça c'est en circuit court, tout ça ne nous coûte aucun intrant de synthèse. Alors évidemment, on a besoin, et là il y a quand même une mauvaise nouvelle, on a besoin d'éléments minéraux. On a besoin de calcium, de potassium, de phosphore, d'oligo-éléments pour nourrir les plantes et pour nous nourrir nous-mêmes. Autant pour le calcium, il n'y a pas de crainte, les falaises calcaires à l'échelle mondiale, il y en a en pagaille. Le potassium, j'entends pas les experts être très craintifs, mais pour le phosphore, là on nous annonce quand même que les mines de phosphate, d'ici 3-4 décennies, le coût d'exploration et le coût d'exploitation des mines de phosphate va devenir de plus en plus coûteux et d'ores et déjà, les pays qui ont des mines de phosphate nous font payer cher cette perspective de pénurie. Alors évidemment, là, vous avez des leçons, c'est déjà ne pas le gaspiller. C'est un peu comme l'azote de l'urine. Si les phosphores de nos effluents et des effluents animaux, plutôt que de fertiliser des algues vertes sur le littoral breton, pouvaient être piégés dans du fumier et retourner au sol, ce serait quand même plus raisonnable. Mais il nous faut trouver du phosphore ailleurs. Il y en a. Il y en a même beaucoup, mais dans le même beaucoup, il y a un mais, c'est que c'est dans la roche-mère, dans le granit, dans le grès, dans le schiste, en sous-sol, il y a énormément d'éléments minéraux. Beaucoup Le d'énergie. phosphore, malheureusement, souvent à faible dose. Réduire cette roche-mère en poudre fine pour fertiliser nos sols, tant qu'on dépend d'énergie fossile, n'y pensez pas. Mais on peut quand même, si on a des arbres avec des racines profondes, avec les racines profondes qui ont un contact avec la roche-mère, cette roche-mère, le granit, le grès, le schiste, est altéré tous les jours, libère des éléments minéraux,
Et ça libère des éléments minéraux qui peuvent être interceptés par l'arbre. Ça remonte avec la sève, ça va dans la feuille morte, et la feuille morte tombe à terre, ça fertilise la couche arable. Le pommier dans la prairie, fertiliser la prairie, remettre des haies, réembocager nos terroirs, ça peut contribuer à la fertilisation en allant chercher les éléments minéraux du sous-sol et en les restituant à la surface. Si de plus vous avez des champignons un peu comme la truffe, vous savez, on les appelle champignons mycorhiziens, mais un peu comme la truffe qui s'incruste dans la racine de l'arbre, eh bien, vous avez beaucoup de champignons mycorhiziens qui s'incrustent dans les arbres, qui s'incrustent aussi dans les racines de 80% de nos plantes annuelles et qui sont capables, alors évidemment, ils utilisent l'énergie de la photosynthèse de la plante, développent un mycélium extrêmement fin, mais qui va s'incruster dans les argiles, pénétrer dans les sites internes de l'argile et là chercher des éléments minéraux qui sont coincés dans les argiles que les racines, même les plus filamenteuses des plantes, ne parvenaient pas à extraire. Ces champignons parviennent à les extraire, les restituent à la plante dont le champignon avait tiré l'énergie et du coup fertilisent effectivement nos arbres avec les éléments minéraux du sous-sol, les plantes annuelles avec les éléments minéraux qui étaient coincés dans les argiles sans qu'on ait besoin d'avoir recours aux engrais phosphatés. Mais vous avez parfaitement compris, si vous voulez sauver les champignons mycorhiziens, si vous voulez sauver les vers de terre, il ne vous faut pas mettre de pesticides. Donc il nous faut être très clair, l'agriculture moderne de demain va faire une utilisation très intensive de ce qui est renouvelable, pléthorique, gratuit, une utilisation très harmonieuse de l'eau et l'utilisation de l'énergie solaire, y compris donc la photosynthèse pour la synthèse des protéines et les éléments minéraux, pour maintenir une énorme biodiversité. Ah, il y a un petit problème avec cette agriculture si peu coûteuse, c'est qu'elle est soignée, elle est diversifiée, elle exige du travail et il paraît que c'est ça son gros défaut. Elle est exigeante en travail. Une agriculture intensive en emploi. Alors, je suis désolé, il nous faut promouvoir une agriculture intensive en emploi chez nous, 8% de chômage. Ailleurs, au Brésil et ailleurs, beaucoup de chômage. Et évidemment, il faut promouvoir une agriculture soignée, artisanale et non industrielle. Et il faudra donc correctement rémunérer les agriculteurs pour ce faire. Oui, cet agriculteur, le produit, par exemple labellisé bio, il apparaît effectivement plus cher en échange de la qualité d'un produit, pas d'antibiotiques dans la viande, pas d'hormones dans le lait, moins de perturbateurs endocriniens dans les fruits et légumes. C'est raisonnable d'acheter à un prix plus cher un produit labellisé bio qui n'a pas utilisé les fameux intrants de synthèse et notamment sans résidus pesticides. Mais effectivement, la question devient, c'est plus politique, comment rendre accessible la bonne nourriture à des populations pauvres. Mais justement, par rapport à cette question de l'emploi, est-ce que vous n'avez comment se positionne le corps aujourd'hui des agriculteurs et des agricultrices en France? Est-ce qu'ils voient en fait dans ce que là vous portez, mais ce que porte aussi une partie de nos hommes et femmes politiques? Est-ce qu'ils voient ça d'un bon côté ou est-ce qu'ils se disent, oh là là, en fait, on va nous demander, comme vous dites, plus de travail, c'est-à-dire qu'au lieu de balancer des pesticides sur des dizaines d'hectares, ils vont devoir être beaucoup plus précautionneux avec des plus petites parcelles, se baisser pour aller couper avec le sécateur et bêcher ou je ne sais quoi. Enfin, c'est-à-dire, comme vous dites, parce que vous dites plus d'emplois, mais en fait, ça nécessite aussi plus de travail manuel. C'est-à-dire se baisser, aller couper la plante, etc. Et est-ce que ça, ce n'est pas un problème en fait d'avoir les agriculteurs et les agricultrices contre ce modèle-là, c'est-à-dire les principaux concernés contre le modèle que vous proposez, que vous portez? Alors, l'idée selon laquelle il faudrait quand même promouvoir des formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologique, quand même, commence à gagner du terrain. Elle est néanmoins encore minoritaire, parfois chez les consommateurs et chez un très grand nombre d'agriculteurs. Les agriculteurs à qui on a dit depuis des décennies, en tout cas depuis la Deuxième Guerre mondiale, il vous faut être compétitif, il vous faut produire massivement et toujours moins cher. Donc, on va remplacer des gens par des machines. Du coup, les filles et fils d'agriculteurs des exploitations les moins compétitives, tant mieux. C'était aussi une question de pénibilité, hein, si je puis me permettre. Il y avait Il aussi y la a question de la la pénibilité. quantité de travail et la pénibilité, absolument. On va parler des deux. Et on a remplacé ce travail par des machines, on a remplacé des gens par des machines et on en a mis beaucoup au chômage, de fait, parce que même si la fille ou le fils du fermier qui ne reprend pas la ferme trouve un emploi, il prend l'emploi de quelqu'un qui n'en aura pas. Donc, je veux dire, ça, il nous faut résoudre cette question-là.
Et l'idée était donc bien de produire, et ce n'est pas forcément idiot, si on veut que la nourriture soit accessible à des populations pauvres, eh bien, l'idée est de produire toujours moins cher. Alors évidemment, aujourd'hui, on découvre que le lait pas cher nous coûte très cher, parce qu'il y a des coûts cachés, des externalités négatives des économistes. Il nous faut payer des impôts pour retirer les algues vertes du littoral breton. On découvre que ce fameux pain pas cher, ben, il nous coûte très cher pour qu'il n'y ait pas un désherbant, la trazine, dans l'eau du robinet. Et puis, beaucoup de ces produits issus de l'agriculture industrielle, avec les perturbateurs endocriniens, le coût, je ne parviens même pas à le dire en termes monétaires, parce que c'est un mal-être, c'est une espérance de vie en bonne santé, votre génération, je vois que vous êtes quand même singulièrement plus jeune que moi, vous avez vu la couleur de mes cheveux, et je suis désolé de vous dire, l'espérance de vie en bonne santé, sans Alzheimer, sans Parkinson, sans cancer du sein, sans cancer de la prostate, risque d'être une dizaine d'années plus ces maladies risquent d'apparaître une dizaine d'années plus précocement que les gens de ma génération, qui, moi, quand j'étais jeune, n'étaient pas exposés à ça. Or, les perturbateurs endocriniens, c'est précisément depuis une hétéro et la fin de la croissance, même à faible dose et une exposition régulière, notamment les résidus de pesticides dans l'alimentation, qui causent ces coûts qui ne sont pas dans le prix du produit. Donc, il nous faut quand même corriger. Ce que je dis là, je sais, est encore un peu inaudible, mais il nous faut le corriger. Oui, il y a des coûts qui ne sont pas dans le prix du produit, mais qui quand même nous coûtent aujourd'hui très cher. Alors évidemment, de la part des agriculteurs, et notamment, je vous dis tout de suite, ceux qui se sont lourdement endettés. Prenez un agriculteur breton, un éleveur breton qui investit dans 3 robots de traite. On lui a dit, vous allez être performant, vous allez produire de la poudre de lait. Il y a une usine de déshydratation à Carhaix pour exporter cette poudre de lait vers la Chine pour que les Chinois n'aient pas de lait contaminé. On découvre que les Chinois, du coup, ils vont aller chercher plutôt en Nouvelle-Zélande, c'est moins cher, il y a moins d'hiver, etc. Et voilà qu'ils ont 3 robots de traite, l'usine ne fonctionne pas à la moitié de sa capacité, c'est la coopérative, je mets des guillemets, qui a repris ça et les comptes sont plombés. Et si j'arrive, je dis, mais vous savez, il faudrait diversifier vos rotations, mettre du lin dans la rotation, ils ont envie de m'étrangler, tout simplement. Quand vous êtes endetté jusqu'au cou dans cette agriculture industrielle, l'idée de promouvoir des formes d'agriculture plus diversifiées, avec éventuellement de nouveaux équipements, et puis la salle de traite, elle était conçue aussi pour que la traite soit moins astreignante. Enfin, le robot de traite, j'entends, c'est la question de la pénibilité du travail. Et alors, évidemment, dans le maraîchage, quand on commence à dire, oui, on ne va pas utiliser de désherbant, du coup, c'est le désherbage manuel. Alors, il y a des formes d'agriculture qui relèvent de l'agroécologie. C'est une des formes qui pousse un peu ce que je raconte à l'extrême, la permaculture. C'est quand même bien les plantes maraîchères qui font de l'ombrage aux herbes adventices et non plus les herbes adventices qui font de l'ombrage aux plantes cultivées. Mais néanmoins, les 10 premières années avant que le système soit stable, je peux vous assurer, aménager ces planches, ces buttes, les associations de culture en question, c'est quand même très exigeant. Et alors, notamment donc, dans des productions maraîchage, le travail manuel, je vais vous dire, dans un premier temps, c'est extrêmement pénible. Dans les difficultés de ces jeunes, souvent, il y a la pénibilité du travail, il y a la difficulté d'accès au terrain. Alors, il y a des associations comme Terre de Liens qui essayent effectivement de rendre accessibles des terres à des producteurs jeunes qui s'installent, souvent d'ailleurs des néo-ruraux, pas des fils d'agriculteurs. Il y a aussi souvent le manque de capitaux. Ce sont souvent ces agriculteurs qui ont accès à peu de surface et peu de capitaux qui sont prêts à pratiquer des agricultures intensives en travail. Mais là, il est indispensable, effectivement, comme vous le dites, de diminuer la pénibilité du travail. Alors évidemment, il y a la grelinette, mais il y a par contre le campagnol. J'observe que les gens qui pratiquent la permaculture ont modifié quand même un certain nombre d'outils pour surtout effectivement ne pas avoir à se courber aussi souvent. Mais néanmoins, quand vous récoltez des pommes de terre à la main, je suis désolé, il y a le dos courbé et ce n'est pas léger. Donc il y a effectivement des tâches pour lesquelles il est clair, nous ne parviendrons à promouvoir ces formes d'agriculture que si ce travail soit correctement, très correctement rémunéré. Juste pour vous dire, évidemment, la qualité du produit bio, c'est le consommateur qui paye, et c'est logique, parce qu'en échange du surtravail, il a un bon produit. Mais il faut favoriser la transition agroécologique en rémunérant les agriculteurs pour leurs services environnementaux. C'est logique qu'à partir du moment où les agriculteurs contribuent à diminuer l'effet de serre, à reconstituer l'humus des sols, à éviter les inondations dans la vallée et ce genre de choses, c'est d'intérêt général, c'est aux contribuables de payer. C'est des impôts qu'on paye peut-être déjà, c'est des subventions qui sont aujourd'hui accordées en général en proportion à la surface. Je parle des subventions de la politique agricole commune, qui sont donc très inégalement réparties entre agriculteurs. Eh bien, moi, je suggérerais, d'abord, on ne dit pas on vous aide, vous êtes des mendiants, vous aurez besoin d'être aidés, de vous être subventionnés. Non, vous nous rendez des services d'intérêt général, on vous remercie
en échange, on vous paye, vous séquestrez du carbone. Vous mettez des techniques capables de séquestrer du carbone en remettant les animaux sur la paille, en recréant de la biomasse, en mettant des légumineuses entre vos rangées de céréales. Ça contribue à séquestrer du carbone et fabriquer du muscle. Mais attendez, je vous paye, dites-moi à quel prix et je vous paye. Vous remettez des légumineuses dans vos rotations et vos assolements, ça nous évite des importations de soja transgénique en provenance des Amériques, ça nous évite d'importer des engrais azotés de synthèse coûteux en énergie fossile et très émetteurs de protoxyde d'azote. C'est d'intérêt général. Ben, écoutez, je vous paye. Vous mettez des haies qui hébergent des mésanges, qui hébergent des pollinisateurs, qui hébergent des coccinelles qui vont s'attaquer aux pucerons, ça nous évite les produits pesticides, c'est d'intérêt général. Mais attendez, dites-moi à quel prix et je vous paye. Eh bien oui, c'est une question politique. Alors après, il y a différentes formes d'agriculture. L'agriculture de conservation, elle dira, moi je suis plutôt zéro labour. L'agriculture biologique dira, moi je suis plutôt contre les intrants de synthèse. L'agriculture de précision dira, ben moi j'essaye de... Alors, évidemment, souvent, c'est quand même pour en continuer de mettre des produits pesticides, malheureusement, mais l'agriculture de précision, ça peut aussi parfaitement servir à lâcher des trichogrammes pour s'attaquer à la pyrale du maïs. Alors, je préfère que ce soit en grenée, qui spontanément les prédateurs de la pyrale du maïs, on est bien d'accord, mais en tout cas, je ne renonce pas. Je connais des robots à panneaux solaires entre les rangées de vignes à Saint-Émilion qui alors, maintient de l'herbe entre les rangées de vignes, un petit robot à panneaux solaires qui se réveille le matin avec le jour, qui se couche le soir avec la nuit et qui, pendant la journée, alors ne désherbe pas, puisque justement on a besoin d'herbe pour empêcher les ruissellements et favoriser l'infiltration de l'eau, mais empêche que les herbes montent à graines et ne prolifèrent trop. Et tout ça, je vais dire, énergie solaire. Et quand on avait été chercher ce robot solaire, le viticulteur, il a été regardé sur son portable pour le géolocaliser. Donc, je ne suis pas l'idée bête et méchante de dire que l'agriculture ultra moderne, ultra sophistiquée, ultra savante qui relève de l'agroécologie scientifique, ça n'a rien à voir avec, je ne sais plus qui avait parlé, d'Amish. Enfin, je veux dire, on est au cœur de choses très, très savantes. Mais par contre, oui, ce qu'il faut, c'est faire l'usage intensif de ce qui ne coûte rien. Il faut rémunérer les services environnementaux d'intérêt général et tout ira mieux pour tout le monde. J'en conviens, ce que je vous raconte n'est pas encore audible chez les gens très endettés. Alors, j'aimerais revenir en fait sur quelque chose que vous avez abordé tout à l'heure, c'était la question des sources de protéines et notamment de la production carnée, la question de la viande. Considérant à la fois la question démographique, hein, que ce soit à l'échelle nationale, à l'échelle européenne ou même à l'échelle mondiale, est-ce que vous pensez il est possible en fait que l'on mange tous, comme dirait Fabien Roussel, de la bonne viande, de la viande de qualité, ou est-ce qu'il faut quand même envisager, vous n'en avez pas parlé tout à l'heure, envisager une baisse drastique de notre consommation de viande si on veut avoir un modèle, comment on dit, un modèle tenable, non, sustainable, j'ai oublié le nom en français, écologique. Alors, la question effectivement de est-ce que nous consommerions trop de viande, éventuellement trop de lait, Mhm. pose et on ne peut plus légitime et risque d'être un peu long. Et il y a plusieurs choses à prendre en considération. Je dirais que dans un premier temps, dans des pays un peu comme le nôtre, où les classes moyennes et aisées mangent sans doute déjà beaucoup, beaucoup trop de viande, je dirais que la première question pour eux, c'est déjà une question diététique. Les viandes rouges, c'est plutôt l'excès en acides gras saturés, le mauvais cholestérol, les risques de maladies cardiovasculaires. Les viandes blanches, porc, volaille, c'est souvent, elles sont riches en antibiotiques et on développe des antibiorésistances. Et je dirais que l'appel à manger de la bonne viande et non pas de la viande, alors y compris, pourquoi pas, de la viande, si c'est de la viande rouge, pourquoi pas de la viande riche en oméga 3, et en tout cas, plutôt bien trouver les bons acides gras en question. Donc, il y a de réelles questions diététiques. Attention, dans un très grand nombre de pays pauvres, il y a des couches, dans les pays émergents, on dit, des couches sociales qui sortent de l'extrême pauvreté, qui étaient donc très peu consommateurs de protéines animales, et eux, par contre, commencent à consommer davantage de produits animaux, et qui, comme il faut entre 3 à 10 calories végétales pour fabriquer une calorie animale, vous comprenez que la consommation de viande dans le monde à l'échelle planétaire aujourd'hui tend à s'accroître considérablement. Et ça se traduit par le fait que là, dans les 30-35 ans qui viennent, sauf crise économique dramatique en Chine, dans les pays émergents,
la demande en production végétale destinée à l'alimentation humaine et animale risque de doubler dans les 30-35 ans qui viennent. Alors, avec l'usage intensif des ressources dont je parlais tout à l'heure, je vous dis tout de suite, ce n'est pas un problème. N'oublions pas, c'est quand même un problème de distribution de revenus, le problème de la faim et de la malnutrition. On peut effectivement largement répondre à un doublement de la production végétale avec les méthodes intensives dont je parlais tout à l'heure et très peu coûteuses. Je dirais que ce n'est pas ça qui m'inquiète. Par contre, effectivement, diminuer la production de viande peut être bonne pour des raisons diététiques. Et puis, alors, quand on parle des ruminants, la question qui est souvent posée, le ruminant, il rumine et dégage du méthane. Or, le méthane est un gaz à effet de serre 28 fois plus réchauffant que le gaz carbonique à l'unité de poids de volume, peut-être d'une durée moindre dans l'atmosphère, soyons clairs. Et là, effectivement, il faut prendre cette question au sérieux. Moins de ruminants, alors la question, ce n'est pas idiot du tout. Par contre, il faut regarder bien les situations. Si vous me parlez de la vache sacrée en Inde, premier producteur mondial de lait et production de lait par vache de 3 litres, alors là, ça fait beaucoup de méthane par litre de lait. Même certains ranchs d'élevage en Argentine, y compris la viande la plus bio, riche en oméga 3, etc., des grands ranchs d'élevage où il y a très peu d'emplois, c'est des bœufs qui pâturent de l'herbe et on va ensuite cueillir les bœufs au lasso. Pas d'emploi, c'est une très bonne viande, je n'en doute pas un seul instant, une viande à l'herbage. Mais par contre, les animaux se déplacent sur des étendues considérables et je ne vous raconte pas la quantité de méthane par kilo de viande en question, c'est pas sa boîte bio, c'est pas très raisonnable. Alors, chez nous, si je dis, il faudrait remettre de l'élevage dans le bassin parisien pour qu'on n'ait pas besoin de mettre de l'azote, de l'urée, l'azote, l'engrais azoté de synthèse, mais utiliser l'azote de l'urine, des ruminants, donc remettre de l'élevage pour fabriquer du fumier dans le bassin parisien. On va me dire, mais vous allez contribuer, le bassin parisien va contribuer au réchauffement climatique à cause du méthane. Alors là, il nous faut être, c'est plus compliqué, c'est presque contre-intuitif, mais ce n'est pas si vrai. Parce que si réintégrer de l'élevage dans le bassin parisien, c'est aussi réintégrer du coup des prairies temporaires dans les rotations et les assolements, et que ces prairies temporaires, il y a de la luzerne, des trèfles, des sainfoins, des lotiers, des vestes, qui fertilisent le sol en azote. Et si la betterave, le colza, le tournesol, qui va suivre dans la rotation, n'aura plus besoin d'engrais azotés de synthèse, très émetteur de protoxyde d'azote, alors là, lui, pratiquement 300 fois plus réchauffant que le gaz carbonique, donc quasiment 10 fois plus réchauffant que le méthane, eh bien non, le bilan carbone serait au contraire positif. Le plus urgent en France, c'est peut-être de consommer moins de viande pour des raisons diététiques, mais c'est de relocaliser les élevages, de remettre des animaux sur la paille en Bretagne, de refabriquer du fumier donc en Bretagne, mais de refabriquer du fumier dans le bassin parisien avec l'usine des animaux. Donc c'est déjà de relocaliser nos élevages de ruminants sur les alpages, sur les prairies permanentes qui sont des puits de carbone et éventuellement nourris avec des prairies temporaires en rotation. Alors, après, dans les autres considérations, il y a les considérations de bien-être animal. Je pense que c'est des questions on ne peut plus légitimes. Oui, il nous faut revoir complètement nos modalités d'élevage. Ce n'est pas seulement l'abattage, c'est les conditions d'élevage, excusez-moi, les conditions de transport. Ça, c'est à revoir. Après, je ne vous cache pas que quand j'écoute les véganes, il y a des considérations un peu plus philosophiques, c'est-à-dire que Homo sapiens, les homonidés, les derniers homoïdés, nous, ici sur Terre, nous ferions preuve de spécisme, c'est-à-dire d'un mépris à l'égard des autres espèces, notamment animales, et que l'élevage serait de l'esclavage. Ça, c'est une question philosophique, ce n'est plus du tout une question scientifique. La question du bien-être animal, est-ce que les animaux d'élevage sont toujours plus malheureux que les animaux sauvages? Ça, j'en doute énormément. Que l'abeille sauvage soit plus malheureuse que l'abeille domestique soit plus malheureuse que l'abeille sauvage, j'en doute. Que le canard domestique dans la rizière qui glane les grains de riz, qui a accès aux escargots voraces du riz, etc., et qui n'ait pas besoin de migrer sur des quantités de kilomètres, soit plus malheureux que la canard sauvage qui soit obligé de faire des kilomètres pour trouver sa nourriture, ça j'en doute fortement. Je ne sais pas ce que ces canards ont dit aux véganes, mais là, moi, j'en doute un peu. Mais oui, l'élevage doit être pratiqué dans des conditions qui assurent le bien-être animal. Ça, c'est quand même une question fort légitime.
Est-ce que la vache domestique à l'étable est plus malheureuse à l'étable sur une paille qu'à moins de 32 degrés dans une prairie? Moi, je pense parfois quand même que nos animaux domestiques sont plus heureux que bien des animaux sauvages qui risquent leur vie et qui ne sont pas abattus dans les mêmes conditions. Quand on est bouffé par un loup, un auroch, il ne va pas être très, très heureux. Il y a une question que vous avez à un moment mentionnée, c'est la question du bio, de l'agriculture biologique. C'est qu'il y a de moins en moins aujourd'hui, on le voit, un marché de niche, hein, ça devient même une économie de masse. Est-ce que c'est une bonne chose que le bio devienne une économie de masse? Alors, il est clair que les produits sains pour l'immense majorité des gens d'avoir une alimentation saine. Alors, ce n'est pas que la non-présence de résidus pesticides, hein, soyons clairs, c'est aussi la richesse en oméga 3, la richesse en antioxydants, en fibres et ce genre de choses. Ça, c'est décisif. Et que ce soit de masse, c'est-à-dire pour tout le monde, alors là, oui, je plaide pour que tout le monde ait accès à cette alimentation de qualité. Or, effectivement, l'agriculture biologique, avec son label, la certification par une tierce partie, donc un cahier des charges qui est respecté et vérifié. Alors, il peut y avoir parfois quelques fraudes, mais je veux dire, globalement, grâce à la certification par une tierce partie, on peut avoir relativement confiance. Cette alimentation doit devenir accessible au plus grand nombre. Absolument. La question, effectivement, c'est que pour l'instant, c'est de niche. On le voit, à la fois la consommation commençait à s'accroître, notamment au moment du confinement et ce genre de choses. On voit aujourd'hui que quand même le pouvoir d'achat est limitant. On voit bien que le lait bio, par exemple, bon, on commence à voir que ça peut être un peu saturé. Et du coup, on commence même à voir des gens qui produisent bio qui souhaiteraient aussi labelliser équitable, c'est-à-dire à qui on garantit un prix plancher, un prix couvrant au moins les coûts de production, dont on sait que les coûts de production en travail sont quand même bien supérieurs. Il doit être correctement rémunéré. Donc, je pense quand même que c'est la solution pour arriver à la transition vers cette alimentation saine, par exemple labellisée bio. Je pense quand même que c'est le paiement des services environnementaux qui permettra à des gens d'évoluer vers ça. Et même s'ils ne répondent pas encore à la totalité du cahier des charges de l'agriculture biologique, ils pourront produire déjà davantage de bons produits. Et ces bons produits, puisque l'agriculteur sera rémunéré par les services environnementaux et que le producteur va en produire davantage, l'offre va être évidemment plus massive, mais n'empêche, dans une agriculture quand même extrêmement diversifiée, hein, parce que les paiements de services environnementaux vont de pair avec une agriculture diversifiée, et bien là, je vais vous dire, si on en produit davantage d'alimentation saine et que grâce à ça, les prix diminuent et que ça devient accessible aux couches modestes, là, je suis vraiment pour. J'ai une dernière question, Marc Dufumier. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. En ce moment, il y a une guerre qui sévit en Ukraine et les répercussions des pays occidentaux, ça a été d'isoler économiquement la Russie. Or, la Russie et l'Ukraine, c'est près d'un tiers de la production de blé dans le monde. Vous avez beaucoup parlé de gaz naturel, mais il y a aussi le blé. Est-ce que cela peut potentiellement tout déstabiliser, mais surtout, est-ce que vous êtes pour aller vers une plus grande autonomie agricole ou, comme on dit, une plus grande souveraineté alimentaire? Est-ce qu'il faudrait que chaque pays, finalement, soit capable de s'autosuffire en matière agricole et alimentaire? Alors la réponse va être catégoriquement oui, ça demande effectivement quelques explications. Beaucoup de pays qui cultivaient du mil, du sorgho, qui cultivaient du manioc, de l'igname, de la banane plantain et autres, beaucoup de ces paysanneries qui travaillent à la main, dans pénibilité du travail, on parlait tout à l'heure, et qui sont concurrencées par les importations de blé à bas prix. Alors ça pouvait être les blés nord-américains, ça pouvait être nos blés à nous, mais de plus en plus les blés russes et ukrainiens, effectivement, le fait que ces pays, leur exportation risque d'être handicapée, on voit les prix brutalement de ces céréales qui grimpent. Alors évidemment, ça va peut-être permettre aux producteurs de mil, sorgho, manioc, banane, plantain de vendre un peu plus cher leurs produits. Ils seront momentanément protégés par des prix élevés. La question maintenant des gens qui ont migré vers la ville et qui sont dans les bidonvilles vont trouver leur alimentation plus chère. Moi, j'aurais préféré que les pays du Sud déficitaires mettent des droits de douane à l'importation de nos excédents de blé,
que les agriculteurs soient ainsi correctement rémunérés en produisant du mil, du sorgho, du quinoa, du teff, de l'éleusyne, leurs propres céréales locales, plutôt que de devoir tous manger du pain ou du riz. J'aurais préféré que ce soit ça et qu'on ait maintenu une plus grande paysannerie travaillant dignement à la campagne et moins de gens enfermés dans les bidonvilles. Et ces droits de douane auraient permis, de toute façon, de créer des emplois pour les gens des villes, peut-être même d'ailleurs une agriculture périurbaine dans les gens des villes. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Beaucoup de paysanneries ont terminé, beaucoup de paysanneries ont rejoint les bidonvilles. Et aujourd'hui, un accroissement des prix des céréales sur le marché mondial se traduit quand même, effectivement, par un accroissement des coûts de l'alimentation de base dans un très grand nombre de pays pauvres. Ça, il faut être très clair. Ça peut être une opportunité, ceci étant, pour les agriculteurs de pouvoir se remettre à produire du mil, du sorgho, des céréales locales, soyons clairs. Chez nous, d'abord, on a eu tort de vouloir continuer d'exporter du blé, c'était surtout vers l'Algérie et l'Égypte, en concurrence avec les blés russes et ukrainiens, sachant que là-bas, évidemment, les blés sont bien plus compétitifs que les nôtres. N'oubliez pas que la ferme là-bas, c'est 10 000 hectares. Chez nous, c'est peut-être la petite ferme 300 hectares. Je veux dire, il est clair que les rendements en Russie et en Ukraine, ce n'est pas 90 quintaux, car c'est même pas 35 quintaux en moyenne, évidemment avec des coûts en intrants, produits phytosanitaires dérisoires. Donc des machines qui sont amorties sur des milliers d'hectares, il est clair que nous ne pouvions pas être compétitifs et nos céréaliers, ils n'auraient pas bénéficié de subventions proportionnelles à la surface, seraient déjà en faillite s'il n'y avait pas eu les subventions. On a entretenu en France des productions céréalières, mais c'est vrai aussi pour des productions de poudre de lait ou des productions de poulets bas de gamme, des poulets de moins de 40 jours élevés avec du maïs et du soja brésilien. On prétendait que ce serait compétitif avec des poulets brésiliens. Enfin, on a trompé notre paysannerie avec nos subventions en question. Il nous faut être très honnête, nous n'aurions jamais dû faire ça et faire le tort aux pays du Sud en leur exportant nos produits du coup, qui résultent quand même d'une agriculture largement subventionnée. Ce fut une très grave erreur. Alors en France aujourd'hui, effectivement, les céréaliers se découvrent, là, on a des prix très élevés et du coup peuvent considérer, mais ils découvrent effectivement que le prix des engrais azotés de synthèse va devenir hyper coûteux, que peut-être même ils vont devoir en manquer. Et alors là, effectivement, il y a urgence aujourd'hui en France de faire ce pour lequel je plaide depuis longtemps, retrouver en France et dans l'Europe des 27 notre souveraineté protéinique. Remettre des légumineuses dans nos champs, que ce soit pour l'alimentation animale, que ce soit pour l'alimentation humaine, et moins importer de soja, surtout de soja transgénique en provenance des Amériques, moins contribuer à la déforestation dans la forêt amazonienne, et moins contribuer du coup, si on remet des légumineuses, à l'importation d'engrais azotés de synthèse et dépendre, sachant qu'on dépend de l'énergie fossile, et vous savez que la principale dépendance de notre agriculture à l'énergie fossile, ce sont les engrais azotés de synthèse plus que les carburants du tracteur et de la moissonneuse batteuse, ne l'oublions pas. Alors maintenant, ce pourquoi je plaidais depuis déjà 30-35 ans, et bien maintenant, il nous faut le faire de toute urgence. Oui, il nous faut retrouver notre souveraineté protéinique au plus vite. Il nous faut remettre des légumineuses, 1,3 million d'hectares en France de légumineuses dans les 2-3 ans qui viennent. Là maintenant, il y a urgence. Et ce n'est pas faire du tort aux Brésiliens, ce n'est pas faire du tort aux Ukrainiens, ce n'est pas faire du tort aux Algériens et aux Égyptiens. C'est de l'intérêt de tout le monde de gérer en circuit court les ressources naturelles gratuites, renouvelables, pléthoriques, en circuit court, et d'avoir une très grande autonomie vivrière sur les produits de toute première nécessité. Après, si vous me dites, on échange parfois de la banane contre un champagne, moi, ça, par contre, je vais vous dire, je ne suis pas en train de plaider pour qu'on remette nécessairement de la vigne dans ma Normandie. Voilà. Eh ben, j'espère que vous serez entendu. Merci beaucoup, Marc Dufumier. C'était passionnant. Écoutez, ça a été un plaisir pour moi. Voilà. Écoutez, bonne continuation.